Alors quand on parle d'aventure, on parle aussi de parcours, hein. C'est voyage, c'est itinéraire, mais l'aventure, il y a aussi la prise de risque, puis la surprise, hein, on est vraiment en complémentarité par rapport à ce qui a été dit ce matin. Et quand je regardais le titre de notre table ronde, même s'il n'y a pas de table, mais on va arrondir nos approches en les rendant connivantes les unes par rapport aux autres. Ce qui est assez intéressant, c'est la plupart des titres de ce colloque, si on les avait posés sur un programme il y a 10 ans, on aurait dit on est ridicule, on est fou, on est déphasé, on n'est pas en accord par rapport aux grands principes et aux grandes valeurs. Alors qu'on voit à quel point on doit déplacer nos registres et à quel point, de la même manière que tout à l'heure Fabrice parlait de reconnaître la personne dans des valeurs qui persistent, ces valeurs, il faut aussi pour nous les faire revivre, quelquefois les animer. Et c'est vrai que l'université d'été a aussi cette finalité que nous permettre de renouer avec des valeurs qui sont les fondamentales, mais aussi réinventer d'autres valeurs, d'autres projets, d'autres finalités. Bref, se mettre en mouvement. Et si tout à l'heure, quand vous rentrerez les unes et les autres chez vous, vous êtes davantage en mouvement et davantage, j'allais dire, convaincu que ce que vous faites a du sens, de la valeur pour chacun d'entre nous, eh bien, ça sera pour nous une université d'été réussie. Alors Pascal, je vais vous donner la parole. Vous êtes le premier intervenant. Merci d'être là. On devait aussi avoir un autre intervenant, Florian Degas, mais qui a eu malheureusement un accident puisqu'il s'est fait agresser avec sa compagne. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en manque. Je lui ai dit qu'il était présent par la pensée. Et il ne sera pas là pour contribuer à notre réflexion. Comme c'est quelqu'un qui argumente bien, je vais demander un texte et donc on le mettra en ligne. De la même manière que vous verrez les vidéos, vous aurez son intervention. Je vous donne la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole. Juste en préambule, donc, comme c'est précisé, comme c'est écrit sur le programme, je suis médecin. Comme vous l'avez probablement vu, je suis également malade, donc je suis atteint d'une sclérose en plaques. Et depuis maintenant près de 2 ans, je consacre du temps à des activités associatives et donc j'effectue des permanences téléphoniques toutes les semaines pour lesquelles j'écoute beaucoup des malades, des aidants, l'entourage, pour mieux comprendre effectivement leur parcours de vie, pour rester cohérent avec ce que disait Armel, et essayer de tenter de répondre aux différentes questions qui sont les leurs. Et ça prend effectivement beaucoup de temps, puisque ces consultations, entre guillemets, téléphoniques sont entre une demi-heure et 1 heure. Mais c'est important parce que ça vient nourrir et enrichir toute la vision que je peux avoir de ces malades qui ont une sclérose en plaques et qui va me permettre de refaire le lien avec la thématique qui est aujourd'hui celle de l'aventure partagée. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais bien juste redonner quelques caractéristiques de la sclérose en plaques parce que je vais me focaliser sur la sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie, comme vous le savez, qui touche 3 femmes pour un homme, mais surtout, et c'est ce qui diffère de certaines maladies qu'on a pu évoquer aujourd'hui, le diagnostic s'effectue entre l'âge de 20 ans à 40 ans en moyenne, parfois moins, parfois plus, mais la moyenne, ce sont des sujets jeunes. Alors, c'est important à prendre en considération quand on parle d'aventure partagée, parce que une fois que le diagnostic est posé, comme cette maladie affecte peu l'espérance de vie, eh bien, il y a une durée de maladie qui va être très très longue. Si vous êtes diagnostiqué à 20 ans ou 25 ans, voilà, vous avez peut-être devant vous une 60aine d'années avec votre sclérose en plaques, et ça, bien évidemment, a des conséquences sur l'entourage et sur le conjoint. Parce que lors de votre diagnostic, vous n'avez peut-être pas encore de conjoint avec lequel vous avez le projet de construire une vie. Et puis si jamais vous en avez un, eh ben c'est vrai que ça fait extrêmement peur, cette maladie. L'idée, l'imaginaire, toutes les représentations associées à cette maladie, quand il s'agit d'un couple jeune, eh ben il y a peu de couples qui résistent effectivement à cette situation. Et donc le conjoint, qui est un pilier de ce qu'on a pu voir pendant ces 2 jours sur des maladies comme la maladie d'Alzheimer, eh ben c'est pas toujours le cas dans la sclérose en plaques. Donc ça, c'est un point effectivement qu'il faut intégrer. Le 3e point, c'est la diversité de cette maladie. Donc on parlait de chronodiversité ce matin, on parlait de chronodiversité hier. Et bien c'est clair qu'il y a autant de formes de sclérose en plaques qu'il y a de malades, et la notion de la temporalité, de l'évolution dans le temps est très variable. On peut faire une ou 2 poussées, ne plus jamais en faire de sa vie, comme à l'inverse, on peut avoir des formes de maladies extrêmement agressives qui amènent à des handicaps qui sont assez
assez précoce. Donc on a une vraie variabilité de cette maladie. Donc c'est difficile toujours, quand on va parler d'aventure partagée, d'avoir des stéréotypes, des schémas qui sont très clairs. Au travers, moi, de l'ensemble des échanges que je peux avoir avec ces patients, au travers de mon aventure personnelle également, pour moi, quand on parle d'aventure partagée, il y a 3 temps que je retrouve de manière assez régulière, peut-être pas chez tout le monde, parce que les 3 temps ne peuvent pas être respectés compte tenu des évolutions de la maladie. En tout cas, pour tous, il y a le premier temps qui est le temps de l'annonce de la maladie, de l'entrée dans la maladie, où là, il y a bien évidemment une rupture identitaire, une rupture de l'intégrité. Le malade est projeté brutalement de cette maladie qui fait une irruption dans son univers. Et généralement, à ce moment-là, il y a le conjoint ou la famille qui est présente dans cette consultation. Et à ce moment-là, le malade, dans les jours ou les semaines qui suivent, va tracer le cercle de l'aventure partagée, c'est-à-dire avec qui il envisage de partager cette maladie, cette information, et avec qui il envisage d'emmener avec lui les personnes. Alors, au sein de ce cercle, on va retrouver bien sûr le conjoint, on va retrouver les enfants quand il y en a, les parents, parfois les grands-parents, les amis et le monde professionnel. Et selon chaque patient, il y a une vraie diversité aussi dans l'appréciation de ce cercle. Moi, je le vois, certains, et une grande partie, ne veulent pas que le monde professionnel soit informé de cette maladie. Donc, ils vont mettre en place toutes les stratégies pour essayer de rendre cette maladie invisible le plus longtemps possible. Pour d'autres, par contre, c'est un élément extrêmement important. Ils ont besoin du soutien de leur univers professionnel, ils ont besoin que leur entreprise ou leur travail puisse aussi les accompagner dans le temps et aménager aussi leur poste de travail en fonction de l'évolution, de l'évolutivité de la maladie. Pour d'autres, enfin, la notion des amis, et c'est très surprenant parce que moi, j'ai certaines personnes qui me disent « je n'en parle pas à mes amis, je ne veux pas que mes amis soient informés de cette maladie ». Donc, vous voyez, cette notion du cercle, il va le tracer de façon très individualisée. En tout cas, dans cette première phase, c'est la phase effectivement de l'annonce de la maladie, encore une fois de sujets jeunes, et la plupart du temps de sujets, de malades, pour lesquels les symptômes sont rarement visibles encore à ce stade-là. La deuxième étape que moi je retrouve chez beaucoup de personnes, c'est le moment où le patient entre en résistance. C'est-à-dire qu'il est traité, voilà. Il a un traitement, ça fait partie dans la première étape d'un temps difficile quand on a une maladie qui est peu visible et qu'on prend des traitements dans le cadre de la sclérose en plaques qui peuvent avoir des effets secondaires parfois importants ou qui peuvent avoir des modes d'administration parce qu'ils sont injectables qui sont parfois difficiles à accepter. Dans la deuxième phase, effectivement, ce patient a adopté ces traitements, il a même ritualisé son quotidien avec ces traitements, mais il met en place toutes les stratégies pour rendre sa maladie invisible. C'est-à-dire qu'il ne veut rien changer à ce qu'il faisait auparavant. Il ne veut rien perdre. Dans toutes les activités qu'il pouvait développer jusqu'à présent, il va s'efforcer de pouvoir les maintenir, et peut-être que ça va être difficile dans le temps, mais en tout cas, c'est sa façon à lui de se battre dans le cadre de cette maladie. Et parfois, il va se retrouver en opposition avec son entourage qui se projette non pas que dans l'instant présent, mais dans l'instant futur, en se disant, cette maladie va évoluer probablement, il faut mettre en place effectivement des stratégies d'adaptation à cette maladie, et donc il faut se préparer pour essayer d'anticiper. Donc là, il y a parfois, dans cette notion d'aventure, il y a un vrai distinguo et des points de vue qui sont différents et qui sont difficiles à associer. Et puis, il y a un troisième temps qui est un temps que tous les malades ne vont pas avoir, parce que tout va dépendre effectivement de l'évolution de leur maladie. C'est le moment où le handicap surgit, le moment où la maladie ne peut plus être considérée comme invisible, ou en tout cas ne peut plus être masquée
par le patient. Et là, c'est la phase d'acceptation, acceptation qui va être une acceptation forcée, pour lequel la mise en place de processus d'adaptation au handicap devient effectivement une obligation pour le patient, pour l'entourage. Et si dans la phase précédente, où le patient était en résistance, c'était lui qui gardait la main sur cette maladie, là, il la perd. Il la perd au profit de son entourage, qui finalement avait toujours créé une forme d'opposition en disant il faut mettre en place des stratégies d'adaptation. Et là, il est dans une situation où il est bien obligé, effectivement, d'accepter ça et d'essayer à ce moment-là, parce que le handicap est présent, parce que la maladie est visible, de se réinventer. Voilà. Et là, on rentre dans une phase que moi, je trouve parfois intéressante, quand on a 30, 35 ans, par exemple, de se retrouver avec un handicap qui vous amène à ne plus pouvoir réaliser un certain nombre de choses que vous faisiez avant. Donc, vous êtes dans le renoncement pour lequel vous n'avez plus le choix, malheureusement, mais vous avez toutes vos capacités cognitives, puisque c'est une maladie qui a un impact cognitif très tardivement. Donc voilà, les sujets jeunes n'ont pas ou peu de troubles cognitifs. Donc les patients ont aussi cette possibilité d'essayer d'être créatifs, de se réinventer, et s'ils perdent la possibilité d'effectuer un certain nombre de choses qu'ils faisaient préalablement, eh ben, ils ont aussi cette capacité de développer une nouvelle stratégie pour développer de nouveaux talents, de nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas et dans lesquelles ils vont pouvoir trouver des satisfactions. Donc on est vraiment dans une phase qui peut être intéressante parfois, parce que on est dans une nouvelle adaptation, on est dans des schémas de créativité, et dans ce cadre-là, l'entourage est extrêmement présent pour accompagner ces patients. Voilà sur ces 3 étapes que je voulais, moi, évoquer. Bon, il y en a peut-être deux. Merci Pascal, qu'on peut applaudir d'ailleurs, parce que c'était d'une clarté extraordinaire. Et on a vu l'expertise que vous avez synthétisée. Et c'est vrai, ce travail d'écoute, de présence à l'autre et de partage de ces savoirs expérientiels qu'on évoque depuis des années maintenant dans le cadre de nos travaux, je trouve que c'est très impressionnant. Donc merci de nous avoir apporté ces éclairages. Alors j'ai donné la parole à Brigitte avec une petite confidence. Elle fait partie des quelques personnes, mais il y en a pas mal finalement. En vieillissant, elles se sont multipliées. Qui sont dans mon propre, alors je ne sais pas si on dira panthéon, en tous les cas, qui fait partie des personnes vers lesquelles, chaque fois qu'on a besoin de penser, de s'élever, on se tourne. Et c'est vrai que Hendaye, pour nous, l'hôpital marin d'Hendaye, et surtout la personnalité que tu es, représente, au niveau de la réflexion sur l'aventure, une approche tout à fait particulière. Quand les gens sont au bout de leur aventure, épuisés par les temps de l'aventure, et qui n'ont plus le sentiment que leur vie a du sens, tout a été le cumul de deuil, de pertes, d'échecs. En tous les cas, c'est comme ça que les personnes souvent le ressentent. Alors ils ont des lieux, j'allais dire, on les accueille, des lieux d'hospitalité, où quelquefois ils renouent avec le sens et le goût de l'aventure. Et c'est pour ça que, à la fois dans ta présence et puis ce que tu as à dire, c'est un hommage aussi à cette réalité du soin. Quand les gens, les proches sont épuisés de tout, sont dans une souffrance qui est absolument indicible et qui retrouvent un lieu d'humanité, comme par exemple à Hendaye, à San Salvador, mais j'imagine dans beaucoup d'établissements qui sont représentés ici. Donc un grand merci d'être là et d'être aussi présente. Toi, l'instant présent, tu le vis au quotidien. Je te donne la parole. C'est un peu exagéré quand même. Hein. Voilà. Bonjour et merci. Alors, c'est très émotionnant d'entendre autant de compliments. Alors, pour situer notre action, j'ai la chance, le privilège, l'immense honneur d'être chef d'un service de soins de suite et réadaptation qui s'est orienté dès 2003, c'est-à-dire ça fait 15 ans, dans l'accueil de personnes atteintes de maladies rares. Et très rapidement, se sont engouffrés les neurologues de la Pitié-Salpêtrière ici présents pour nous proposer des personnes qui vivaient effectivement des tragédies en disant « Est-ce que tu n'aurais pas une petite place pour cet été parce que monsieur vient de perdre sa femme, monsieur tétraplégique SLA vient de perdre sa femme et il est à la maison avec sa maman Alzheimer de 91 ans. Son fils est en Nouvelle-Zélande, c'est compliqué à gérer. » Donc on a eu le pied mis à l'étrier de cette façon par
le docteur Le Forestier et puis ses collègues. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé, puisqu'il s'agit d'une aventure partagée. Et j'ai eu l'immense bonheur d'être entourée, alors c'est un peu le hasard, mais par des personnes qui se trouvaient dans cet hôpital et qui ont rejoint mon service, qui ont demandé à y travailler, qui ont demandé à changer d'unité, etc. Parce que très vite, elles ont perçu le bien fondé de dédier notre action à l'accueil pour des séjours courts, c'est-à-dire de 1 mois à 6 semaines, et puis après au cas par cas pour des séjours plus prolongés, mais de personnes frappées, atteintes dans leur vie de famille et dans leur vie personnelle par une maladie rare neurologique. Alors c'est vrai que 2003-2004, c'était avant la loi de 2005-2006 qui a octroyé une PCH, c'est-à-dire une prestation de compensation du handicap, des émoluments qui permettent aux familles d'embaucher à la maison des auxiliaires pour les aider. Au début des années 2000, il y avait très peu de financement d'aide humaine et donc les familles s'épuisaient et cette notion d'épuisement familial, elle était partout et dans toutes les associations, que ce soit des associations de polyhandicapés, d'IMC, mais aussi traumatisés crâniens, l'ASLA, Huntington, enfin et la montée en puissance des maladies rares aussi, avec le premier plan maladies rares de 2004, a fait émerger ce besoin de répit des familles. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Au départ, on a commis pas mal d'erreurs, notamment avec les personnes SLA, parce que le savoir-être n'était pas là. On mélangeait un petit peu tout. On était peut-être un peu rapide dans nos réflexions. Enfin, je dis on, ce sont les aides-soignants, les infirmiers mais très vite, et avec le soutien justement des neurologues et de l'éthique qui sont venus, nous donner un coup de main, pour le discours à te dire, on a affiné notre prise en charge, affiné notre façon de fonctionner, et pour pouvoir justement s'intégrer en marche, enfin là aussi c'est pas une blague, enfin proposer aux personnes des actions qui leur conviennent et auxquelles ils aspiraient, et pas être dans un hôpital pour attendre on ne sait quoi. Les patients nous ont exprimé leurs souhaits, leurs désirs. On a donc pu mettre assez rapidement en place des soins culturels j'ai 3 représentantes de mon équipe qui sont là, qui sont des femmes absolument admirables et qui ont contribué justement à la mise en place des soins culturels, un atelier d'écriture, un atelier théâtre. On a quand même, en 15 ans, pu écrire et produire 3 pièces de théâtre avec le théâtre des Chimères de Biarritz, des pièces dont la première tranche de vie qui a été jouée en France dans plusieurs endroits, qui ont fait l'objet de prix. Enfin, et ça, c'est l'émanation de la pensée des patients, de leur vécu, de leurs désirs, de leurs aspirations, qui étaient pris en note et après mis en forme avec l'aide du metteur en scène et des comédiens des Chimères. Donc, il ne faut pas que je m'emballe. Parallèlement à cela, donc, les 3 principales pathologies, maladies que nous accompagnons, c'est l'ASLA, maladie du motoneurone, la maladie de Huntington, pour laquelle nous avons maintenant 22 lits. Donc c'est une grosse part de notre activité. Nous avons aussi dû affiner et structurer cette offre de soins pour proposer ceux dont les malades ont besoin, c'est-à-dire de l'activité physique, des ateliers de réadaptation sociale, des sorties, des activités. Et une autre partie de notre activité, ce sont les ataxies et syndromes cérébelleux, qui sont représentés par le collectif des associations de patients spataxiques, c'est-à-dire Strompel-Lorrain, Friedreich et syndrome cérébelleux. Alors, je me permets de t'interrompre pour éviter d'être dans l'inventaire technique de tout ce qui se fait. On pourra le savoir, il suffit de consulter le site de l'hôpital Marin. Mais j'aimerais, tu parles du concept d'aventure, de rencontre à l'autre. C'est-à-dire, c'est souvent des situations effectivement extrêmes, on est en bout de course, il faut redonner du possible, il faut redonner un horizon, il faut créer de la relation. Oui. C'est une aventure toujours singulière qui intervient à un moment donné où les paramètres ne sont pas favorables véritablement à la construction et pourtant des gens se reconstruisent et sont en capacité, quand ils sortent de ce moment, j'allais dire transitoire, de refaire un parcours. Alors ils arrivent stressés, pour les premiers séjours, pour nous on est très très vigilants, l'accueil, Nadine Le Forestier est venue aussi témoigner sur comment réussir l'accueil des personnes qui viennent pour la première fois, comment faire
en sorte qu'elles se sentent bien d'emblée, et comment tout de suite entrer dans leurs projets personnels, leurs projets de vie, leurs aspirations, comment leur proposer un soin qui ne soit pas que le soin effectivement technique de base. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, un zoom quand même sur mon équipe, qui n'est pas une équipe ordinaire, hein, on peut le dire, ce sont quand même des hommes et des femmes qui se sont engagés, qui sont engagés au quotidien, qui ne vivent pas le quotidien des infirmiers, on va dire, et de soignants classiques, même si voilà, ça n'a rien de comparatif par rapport à ce qui peut se passer en MCO ou ailleurs, mais ce sont des gens qui sont formés à l'écoute, au massage, à l'hypnose pour certains, enfin à tout un tas de choses qui adoucissent le quotidien des patients, à l'aromathérapie, à l'écoute musicale, au snozelen, tout ce qui peut enrichir une prise en charge au quotidien pour une personne qui souffre moralement, physiquement, et pour les familles, bien sûr, qui sont dans certains cas associées. Elles ne sont pas toujours présentes parce que ce n'est pas l'objectif de la prise en soin, mais à chaque fois qu'il faut associer une famille, un mari, une femme, enfin, et bien sûr, on prend en charge cet aspect-là des choses. Donc effectivement, c'est une espèce d'inflation d'activité, de plus en plus de choses à faire, à réaliser. Des fois, on me dit, mais qu'est-ce que vous prenez comme vous prenez des amphétamines ou quoi, comment arrivez-vous à tenir? Mais je pense que je suis portée par l'énergie du collectif, par les personnes qui m'accompagnent, par les tout jeunes aussi qui arrivent maintenant, les jeunes infirmiers contractuels, les jeunes aides-soignants qui sont très vite mis dans le bain et qui aiment faire ce travail-là. Donc ça aussi, c'est un signal comme quoi on est peut-être dans le vrai. Ils ont travaillé ailleurs avant, ils ont fait des remplacements. Ils trouvent un intérêt particulier à ce type d'activité professionnelle. Donc c'est ce qui nous pousse à poursuivre. Merci infiniment. Alors on pourra peut-être revenir, si on a le temps, sur ce point, on peut l'applaudir. Mais c'est vrai que quand Nadine, tout à l'heure, avec beaucoup d'humanité, parlait de la surprise, de l'inattendu, dans une aventure qui commence mal, hein, et dont on sait malheureusement que pour certaines personnes malades, elle aboutira à la catastrophe, il peut se passer des grands moments. Et c'est souvent ce que tu évoques, c'est-à-dire des rencontres de qualité. Peut-être tu veux dire un mot sur ce point ? Les rencontres de qualité, il y en a eu un certain nombre. Je me tourne vers ma garde rapprochée, Panchika. Comment ? Alors, les rencontres de qualité, c'est quand on amène des personnes SLA sur le marathon des sables, c'est ça ? C'est quand on accueille des VIP qui nous disent des choses absolument hallucinantes qui nous font du bien. C'est quand on accueille des collègues qui sont malades et qui aussi nous disent mais comment ce que vous faites n'est pas davantage médiatisé, connu. Donc nous, on est humble, on n'a pas envie d'étaler, mais c'est vrai que les rencontres merveilleuses, on en a peut-être pas tous les jours, mais on en a souvent. Merci Brigitte. On peut l'applaudir, hein, ça lui donnera de la force, mais aussi à ses équipières qui sont là, et on sent toute l'intensité de votre relation. La parole à Pascal Girardin, alors qu'il fait partie de la troupe Espace Éthique depuis des années, et on était même allé à Nancy, c'était une de nos premières virées en tant qu'espace national maladie d'Alzheimer à l'époque, que tu avais organisé cette rencontre régionale. Tout ça pour vous dire que si vous voulez organiser de temps en temps une rencontre régionale avec nous, on aime bien itinérer et voyager. Je te donne la parole. Merci. Alors, je vais plus me situer dans une perspective un petit peu de réflexion, en fait. Alors, se poser la question de savoir si la maladie peut être comprise et vécue comme une aventure partagée est intéressant parce que l'idée même de la question suppose que cela pourrait ne pas l'être. Ou à minima, cette question introduit un doute. Et comme le doute est plus fécond que la certitude, nous allons avancer sur ce chemin. Alors, comment pourrions-nous argumenter que... Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux aussi. Faire semblant, faut jamais faire semblant. Oui, c'est du visible aussi. Hein. Oui. Alors, comment pourrions-nous argumenter que la maladie n'est pas une aventure partagée ? Alors, tout d'abord, parce que la maladie est un vécu, la maladie avec son lot de symptômes spécifiques, de douleurs, de souffrances.
au plus profond de l'intimité et de la sensibilité de la personne ne peut pas être une aventure partagée. Il y a une part d'indicible, tout ne peut pas être dit et le langage est souvent très très pauvre pour traduire ce que nous ressentons et vivons. Comment parler de ce qui fait mal, comment parler la douleur, comment parler la souffrance, mais aussi dans un autre registre les bons moments. Il y a donc ce non communicable, mais aussi également toute cette part de non dit, dans une volonté ou un désir choisi de ne pas partager, comme une sorte de conduite d'évitement, sans doute pour préserver l'entourage, comme nous le voyons souvent dans les situations cliniques, ou pour se préserver soi-même des retentissements de ce que l'on peut transmettre à l'autre. Alors défendre dans cette perspective le fait que la maladie est une aventure partagée reviendrait à mon avis à sous-estimer ce que peut vivre la personne, ou alors au prix d'une intrusion. Est-ce que ce que peut vivre la personne malade peut être mis en perspective avec ce que ressent et vit en retour les proches de la personne? C'est une question et je ne suis pas sûre. La maladie ne serait pas une aventure partagée. De manière simpliste, maladroite, naïve, je vous l'accorde, la maladie appartient à la personne et c'est ce que revendiquait Bernard Giraudot quelques mois avant son décès dans un entretien qu'il avait accordé au journal Libération. Et il revendiquait de manière même un petit peu assez forte, en tout cas, c'est ma maladie, disait-il, elle n'appartient pas aux médecins. On voit bien que tout est mis à rude épreuve dans l'expérience de la maladie, avec des hiérarchies dans les priorités qui se révèlent et se redessinent. Les récits des personnes, en ce sens, sont essentiels. Et je dis souvent que nous avons beaucoup à apprendre de ce qui nous est transmis, de l'intimité de la maladie, mais aussi de cette notion de partage qui nous anime aujourd'hui. Alors je vais m'appuyer assez rapidement sur deux ouvrages qui m'ont vraiment marqué ces 2 dernières années. Le premier, c'est celui de Ruwen Augien, Dans mes 1000 nuits, et le second, c'est Le Lambeau de Philippe Lançon, que vous avez peut-être lu. Et finalement, dans ces 2 récits, on pourra en citer beaucoup d'autres, tout est dit, tout est dit. Chaque maladie, on voit bien dans ces récits que chaque maladie reste un cheminement aveugle, intime et sensible, dans laquelle la personne est engagée et nul ne sait de quoi ce parcours sera fait. Et hier, monsieur et madame Tinel nous disaient, nous sommes rentrés dans un tunnel, nous disait-il, on ne voit rien, on ne sait rien, on ne comprend rien. Alors, dans ce que peuvent écrire les personnes dans leurs témoignages, dans ce que nous pouvons entendre lors des consultations, il ressort comme une mobilisation puissante un petit peu de toutes les sphères, alors qu'elles soient corporelles, idéiques, cognitives, mais aussi psychiques. Comme dans une économie du narcissisme. Et le patient se recentre sur lui-même. Et comme le précise dans son ouvrage Ruwen Augien, contrairement à ce que soulignent certains penseurs, les questions des patients ne sont pas en permanence existentielles comme « pourquoi moi ? Ai-je commis des fautes ? Quel sens peut bien avoir une maladie, une vie avec cette maladie ?» mais les questions sont plus terre-à-terre, écrit-il. Ai-je pris mes cachets au bon moment ? Les ai-je pris d'ailleurs ? Comment se débarrasser de ces fichues nausées ? Comment apaiser ces affreuses douleurs ? Qui peut m'aider à faire les courses ou à monter mes escaliers ? Bref, les patients, qu'ils soient hospitalisés ou pas, ajoute-t-il, qu'ils soient philosophes ou non, sont souvent accaparés par les recherches des moyens de survie matérielle. Tout se passe comme s'il y avait un focus sur sa propre personne. Il s'agit d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'expression des douleurs, tout le reste devenant sans doute un peu futile, et là, le partage peut être difficile. Alors, dans cette perspective, en tout cas, négliger ce que vivent et ressentent les personnes, ce qu'elles nous transmettent dans les récits, dans ce qu'elles nous disent, dans ce qu'elles nous communiquent, aussi dans les troubles du comportement, reviendrait à faire de l'accompagnement une contractualisation technique ou une gestualité efficace. L'accompagnement de l'autre, c'est bien plus que tout ça. Et c'est en ce sens que la maladie peut devenir une aventure partagée, mais rien n'est gagné d'avance. Peut-être dire, répéter que dans la temporalité de la maladie, la relation à l'autre est un puissant organisateur des liens qui vont à la fois tisser les engagements thérapeutiques et conditionner les prises en soin. Et je trouve que c'est vraiment ce qui ressort du récit puissant de Philippe Lançon dans Le Lambeau.
Alors bien sûr, hein, c'est pas le récit d'un homme qui souffre d'une maladie neuroévolutive, mais c'est le récit d'un homme blessé gravement dans sa chair et dans un attentat. C'est le récit d'un homme hospitalisé et il nous apprend beaucoup, je trouve. Enfin, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais il nous apprend beaucoup sur nos postures de soignants ou de famille, ou ce qu'elles devraient être, même si, encore une fois, ce n'est pas l'objet du tout du livre. Ce qu'il témoigne, entre autres, bien sûr, c'est de l'importance de la dimension relationnelle et de ce qui sauve, vraisemblablement, aux côtés des prises en charge chirurgicales et médicales. Et finalement, ce qui sauve, c'est d'abord l'entourage, la présence de son frère, de ses parents, de ses amis proches. Le fait de prendre la main, hein, on en a déjà parlé avec Véronique tout à l'heure, mais le fait de prendre la main, au bon moment, au juste moment, évite l'effondrement. C'est la main de mon frère qui m'a finalement calmé, dit-il dans les premières pages. Ces petites perceptions dont nous parlait Véronique de Noët, ces petits gestes, alors avec beaucoup de guillemets parce qu'ils ne sont pas si petits que cela, ces gestes qui sauvent ou qui soignent, ces présences qui sauvent et qui permettent de faire le pont entre le néant, l'effondrement et la vie, le pont entre de l'invivable et du vivable, et on voit bien là que le soin est bien de l'ordre de la vie et c'est un élan vital. Et puis dans son livre, et je m'arrêterai là sur ce livre, mais il y a les descriptions des soignants, on a déjà échangé l'autre soir, mais les descriptions des soignants, que ce soit de la chirurgienne Chloé au brancardier, presque tous sont extraordinaires. On a des soignants extraordinaires, et je trouve que ça fait du bien aujourd'hui, dans la description de portraits magnifiques, comme des présences thérapeutiques au-delà des soins prodigués. Et en ce sens, la maladie est bien une aventure partagée si nous en doutions encore. Pour autant, l'importance de ces modes présentiels et de relations ne vont pas de soi. J'ai envie d'ajouter, surtout dans ces contraintes hospitalières actuelles et dans le climat délétère dans lequel nous travaillons actuellement. Coûteux et exigeants. Mais c'est peut-être aussi une raison pour les défendre encore avec plus de force. Coûteux, exigeant, il relève peut-être en amont de ce que nous pourrions nommer une éthique de l'attention à l'autre comme primat de la relation. Et là, je me réfère à un ouvrage d'Yves Citon. Alors, il n'est pas soignant, il est professeur de littérature en Suisse, mais il a écrit un petit essai qui s'appelle « Pour une écologie de l'attention ». Et il pose les fondements d'une écologie de l'attention, finalement, dans un contexte de surabondance d'informations, pour reprendre ces termes. Alors, il a beaucoup de chapitres dans son essai, et il y a un chapitre consacré à l'attention à l'autre, qui nous intéresse plus précisément ici. Et Yves Citon fait le lien avec le care, bien évidemment, puisque l'essence du care relève de l'attention conjointe. C'est faire attention à ce qui préoccupe l'autre. Et Yves Citon nous invite à apprendre à faire attention à ce qui préoccupe autrui et à prendre soin. Alors, c'est un vaste, puissant et riche programme. Cela étant, qu'est-ce que devrait être le soin par définition, si ce n'est une situation d'attention partagée? Alors, la notion d'attention partagée, elle est intéressante. C'est une notion qui a été étudiée il y a très longtemps en psychologie du développement. Et l'attention partagée, c'est une compétence qui s'acquiert quand le nourrisson s'intéresse ou porte son regard sur ce que ses parents vont regarder. Finalement, je prête attention à ce qui préoccupe autrui. Alors, c'est de la phénoménologie de la vie quotidienne. Si tout d'un coup, brutalement, je me mets à regarder les chaussures d'Emmanuel, vous allez tous diriger votre regard sur les chaussures d'Emmanuel. On est bien dans l'attention partagée. Donc ces idées, je trouve, en tout cas, ces idées sont intéressantes parce qu'elles nous amènent sur cette voie de l'éthique de l'attention, alors avec des réserves, bien sûr, qu'Yves Citon aborde aussi, puisque finalement, il aborde le rôle des médias, qui mettent leur focus sur finalement des phénomènes ou des situations d'actualité, et finalement, il y a des choses qu'on ne verra pas parce que les médias nous poussent à prêter attention à un champ plutôt qu'à un autre. Et l'attention, c'est un écho, ECHO. L'attention est faite d'écho.
Et là, dans cette perspective-là, l'accompagnement de l'autre comme une aventure partagée possible justifie des préalables nécessaires comme tenter ou se mettre en disposition d'être attentif à ce qui attire le regard de l'autre et à ce qui le soucie et le préoccupe. Alors sur cette voie, et je ne développerai pas du tout, mais sur cette voie, il y a bien sûr l'écoute de la personne, l'écoute de la maladie du malade. Et cette écoute n'est pas qu'une préoccupation de principe, c'est vraiment un préalable nécessaire aux soins et à l'accompagnement. C'est un indicateur de qualité pour reprendre la sémantique hospitalière actuelle. L'écoute engage, on l'a déjà dit, elle engage très concrètement les deux protagonistes. Et c'est cet engagement attentif, toujours dans cette voie de l'aventure partagée, qui conditionne l'investissement de soi. Et cette réflexion nous amène pas à pas dans ce parcours, pas à pas à une éthique de l'investissement, quelque chose qui relèverait de cette éthique de l'investissement. C'est Louis Ploton, qui est psychiatre à Lyon et qui a écrit de nombreux ouvrages sur la personne désorientée, qui dit très très souvent « s'investir, c'est déjà soigner ». S'investir, c'est déjà soigner. J'ai envie d'ajouter aussi, c'est déjà montrer à l'autre que nous sommes intéressés par lui. Et si nous sommes intéressés par lui, c'est qu'il est intéressant, qu'il nous intéresse, que nous le considérons et qu'il mérite toute notre attention. Et nous sommes bien là, dans l'instant présent. Et peut-être plus qu'une ou au-delà d'une éthique de l'attention, c'est aussi une éthique de l'investissement qu'il nous faudrait peut-être penser et réfléchir. Alors, je vous rassure, ou peut-être je suis navrée, mais je n'ai pas de guide de bonne pratique à vous proposer pour reprendre à nouveau une sémantique hospitalière. Et j'ai envie de dire, fort heureusement, puisque nous sommes dans une singularité bien vivante de part et d'autre des protagonistes. Alors, une éthique de l'investissement, si nous l'élaborions, ou si nous commencions à l'élaborer, relèverait sans doute à la fois de postures, bien sûr, comme celle de l'accueil, de l'ouverture, mais elle relèverait aussi d'une réflexion, surtout, autour des conditions qui favoriseraient le fait d'être attentif à l'autre, avec le souci de l'autre. D'autant plus que nous soignons des personnes qui ont très souvent des troubles cognitifs et qui ne sont pas en capacité de nous dire ce qui leur fait souci et ce qui les préoccupe. Alors pour conclure, je trouve qu'il n'y a rien de plus exigeant que d'être attentif à ce qui préoccupe l'autre et à ce qui le soucie. Vraiment, rien de plus exigeant que cette aventure partagée. Mais en tout cas, se donner les moyens, ou en tout cas réfléchir les conditions de cette écoute attentive ou d'attention partagée, à mon avis, c'est déjà s'investir. C'est ainsi que le fait même d'être présent aujourd'hui, d'être attentif à ce qui se dit par les uns, par les autres, se laisser imprégner, se laisser intérioriser, se laisser déranger, questionner, bousculer dans nos certitudes, désorienter par la pièce de théâtre que nous avons vue hier. Je trouve que ce sont déjà les premiers pas d'une aventure partagée et je trouve aussi que c'est en ce sens que nous pouvons remercier ces journées d'université d'été, remercier Emmanuel Hirsch mais aussi son équipe, Virginie Ponel, Pierre-Emmanuel et puis Stéphane Berthier aussi qui s'occupe de nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils nous permettent de réfléchir aux conditions d'une aventure partagée et ce faisant, de prendre soin aussi de nous, de prendre aussi soin de nous par la qualité de l'accueil et c'est ça où cela devient intéressant, c'est que ça nous permettra en retour de reprendre la temporalité du quotidien en étant davantage centré sur ce qui préoccupe autrui et le souci pour leur donner quelques lumières, comme nous disait hier M. Toufflet. Je vous remercie. Merci Pascal. Alors à travers ce qui a été dit, on voit que dans l'aventure partagée, il y a aussi la curiosité, parce qu'il n'y a pas d'aventure sans curiosité. Et il y a aussi l'envie de l'autre. Je pense que dans l'aventure partagée du soin, par exemple, il y a cette envie de rencontrer l'autre là où il est et de s'accompagner aussi, et c'est dit souvent réciproquement, dans une aventure commune. Il n'y a pas le malade ou la personne malade d'un côté, il y a une aventure humaine et ça a été très bien dit à travers nombre d'interventions. On touche un essentiel
qui doit nous concerner comme membres d'une communauté humaine. Donc il y a aussi dans l'aventure partagée toutes ces solidarités qui se construisent, tous ces bonheurs aussi, et ça a été dit dès la première journée, ces instants, ces fragments où on peut reconstruire une dimension d'humanité, y compris face à l'inhumain. Alors effectivement, chez Lançon, c'est l'inhumain de la bombe, du terrorisme, et on voit de quelle manière aussi la réponse démocratique, la réponse politique, la réponse du soin, c'est comment reconstruire de la valeur au nom de ce que l'on est. Donc je trouvais que toutes ces interventions sont importantes. Je vais donner la parole à Catherine Olivet. Ensuite, je me permettrai de vous donner la parole pour conclure cette table ronde, uniquement parce qu'on a une aventure partagée également avec la temporalité, qui est une contrainte. Souvent, les professionnels disent on n'a pas le temps. Nous, on dit on n'a certainement pas le temps, on se l'offre, on se l'octroie, mais ce sera la première université d'été, on aura à peu près respecté les horaires. Je le regrette, c'est quelque chose, une injonction morale qu'on aurait pu éviter. Donc on va quand même déborder un peu, je vous rassure, et on débordera aussi un peu pour l'atelier tout à l'heure. Je donne la parole à Catherine. Bonjour. Vous avez tous compris que je suis la variable d'ajustement d'Emmanuel. C'est-à-dire que quand il y a une aventure dans son organisation de ces journées de l'espace éthique, de cette université, il fait... C'est malhonnête ce que dit Catherine. Elle n'est pas la variable d'ajustement, elle a besoin que je lui dise. Elle est l'essentiel de notre démarche. Et chaque fois qu'on veut toucher à l'essentiel, et elle le sait très très bien, parce que si vous connaissiez notre connivence, on ne fait rien, en tous les cas je ne fais rien, sans consulter Catherine, qui chaque fois, et ça c'est aussi une aventure partagée depuis 1995, pour dire on est des vieux, j'allais dire compagnons de route. Voilà, je dis ça pour rétablir un peu de vérité, même si elle aime un peu provoquer, au moins elle a provoqué cette réaction d'amitié, pour pas dire d'affection. J'avais envie de me faire plaisir. Et donc, là maintenant, je vais faire mon Armelle de banlieue. Aventure. Aventure, c'est pas un itinéraire, c'est pas un parcours, c'est pas balisé. C'est un micro qui tombe. C'est advenir, c'est-à-dire dans le sens même du mot aventure, il y a obligatoirement de l'inconnu. Rien ne peut être prévu d'avance. Et notre cher génial loufoque d'Albert Einstein a écrit « La vie est une aventure, elle doit être sans cesse disputée à la mort. » Donc la maladie, c'est une aventure dans l'aventure de la vie. La maladie, alors j'ai vraiment spontanément comme ça envie de dire à Pascal que je rejoins beaucoup Bernard Giraudot qui dit « Ma maladie, c'est ma maladie. Elle est à moi, elle appartient à personne d'autre. » Je pense que dans les maladies, quelles qu'elles soient, graves, celles que l'on ne sait pas guérir ou qu'on ne sait pas encore guérir, la maladie n'appartient qu'à toi et elle ne se partage pas. Ce qui se partage, c'est les conséquences. Ce qui se partage, c'est les aventures vécues dans cette vie, qui est une aventure. Donc, je crois que cet après-midi, on a un atelier aussi, on se retrouve tous les deux. C'est le mot partage aussi qui nous interpelle. Qu'est-ce qu'on partage ? Mais interrogeons-nous juste sur le mot aventure. Nous partageons les conséquences. Le malade lui-même vit les conséquences. L'environnement, les proches, le conjoint, comme tu le disais, le médecin, tout le monde partage des conséquences. Pas l'aventure, mais avec les conséquences selon sa casquette de conjoint, de mari, de femme, qui a envie de se tailler ou qui va rester fidèle au poste, l'enfant qui est dans un devoir de reconnaissance mais qui n'aime pas ce père qui a été odieux, etc., etc. Le professionnel, le médecin, le diagnosticien, le neurologue, etc. Chacun rentre dans son aventure des conséquences de la maladie. Et donc c'est une espèce de convergence d'aventures. Ce n'est probablement pas un partage d'aventure. C'est une convergence. Et alors, je repensais ce matin, vous savez, le cancer, on l'a souvent représenté sous la forme du crabe.
Et depuis toujours, depuis mes premiers regards sur ma maman il y a 35 ans, depuis toujours j'ai pensé que les maladies neuroévolutives, et particulièrement la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées qui touchent le corps et l'esprit, c'est une pieuvre. L'image que j'ai toujours eue de cette maladie, c'est une pieuvre. C'est une pieuvre qui vient poser ses tentacules, et puis des tentacules à ventouses, c'est-à-dire des tentacules qui s'accrochent, pas des tentacules que tu peux balayer d'un petit revers de main. Des tentacules ventousés sur toi, mais sur ton médecin qui ne te regardera plus de la même façon du jour où le neurologue lui aura transmis ton diagnostic. Ton conjoint qui ne te regardera plus de la même façon. Avant même que la maladie soit évoluée et nécessite son aide. Mon regard de mère, j'ai une fille de 47 ans, depuis 2 ans, on lui a annoncé un diagnostic de Parkinson. Et elle me l'a annoncé. Mon propre regard de mère n'a plus jamais été le même sur cette fille de 47 ans, avec une personnalité, une vie tout à fait exceptionnelle. Et mon regard de mère, immédiatement, a changé. Ça n'était plus le regard de la mère qui s'était tournée vers sa fille pour l'épauler, l'accompagner dans certaines difficultés de vie personnelle. Non, c'était redevenu un regard de mère qui veut protéger, qui veut aplanir, qui veut épargner. Et j'ai fait, comme toutes les mères dans ces cas-là, le fanfaron. La pieuvre de la maladie neurologique avait posé sa tentacule sur moi. Donc j'aimerais simplement vous dire que je ne crois pas qu'on puisse vraiment... Mais pourtant, toutes ces tentacules qui viennent se poser depuis l'aide-soignante, l'aide ménagère à domicile, tout le monde est touché par ces tentacules. Il y a pourtant un cœur commun à la pieuvre. Elle a un corps, elle a un cœur, cette pieuvre. Est-ce qu'une pieuvre a une pieuvre? J'en sais rien. Elle doit en avoir un, je pense. Je pense anatomiquement. Je vais demander à ma fille, ça. Donc, fille est vétérinaire, donc elle pourra la renseigner. Et donc, cette pieuvre-là qui jette ses tentacules, et sur la société tout entière, puisque même les hommes et les femmes politiques ont du mal à appréhender cette aventure, essayent de la contraindre et de la restreindre dans des parcours planifiés, dans des financements cadrés. Et donc, cette pieuvre-là, elle est tout en commun qu'elle est l'aventure de notre vie. Et que la vie est une aventure. Alors, essayons peut-être, non pas de croire qu'on partage, mais de croire avec la volonté et l'énergie la plus absolue qu'on relie. Que nous sommes des êtres de lien, que nous sommes des personnes de liaison qui ne peuvent pas vivre sans liaison. Et que chacun des bras de cette pieuvre qui s'est posée sur les uns et les autres, quel que soit leur poste dans la vie aventureuse qu'est la vie, eh bien chacun d'entre nous est responsable du lien. Chacun d'entre nous est responsable de s'engager dans le lien humain. Merci Catherine.